Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on va faire un tout petit peu de maths. Si je vous dis qu'entre 1 et 2% des enfants souffrent à un moment ou à un autre de refus scolaire anxieux, vous vous direz ça fait pas beaucoup. Mais enfin, sur 12 millions d'élèves, ça fait quand même entre 120 et 240 000 enfants. Et là, on se dit que c'est énorme. Alors comment les aider? On posera la question à Marie Costa. L'anti-sèche de Guillaume Buon. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme de français aujourd'hui à l'occasion des 20 ans de la disparition de Françoise Sagan. Bonjour Tristesse et tant d'autres chefs-d'œuvre. Rendez-vous avec Candice Anzel enfin à toute fin de l'émission. Conseil de famille au sujet aujourd'hui des différents styles de communication parentale. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, grand oral. Mon enfant ne veut pas aller... Ah non, il veut pas papa, il veut plus. Il a voulu, il veut plus. Je recommence. C'est une façon de parler. Mon enfant ne veut plus aller à l'école. C'est le titre du livre de Marie Costa. Il vient de sortir chez DBS. Et le sous-titre du livre annonce un guide pour prendre en main l'anxiété scolaire de votre enfant. Marie, je pense que vous auriez aussi bien pu sous-titrer prendre son enfant par la main ou prendre un enfant par la main avec un petit clin d'œil à Yves Duteil parce qu'au fond, il traite évidemment en premier lieu du refus scolaire anxieux qui touche donc entre 1 et 2 enfants sur 100, mais les conseils qu'il donne, surtout à partir de la moitié ou des 2 tiers, au fond, sont des conseils qui valent absolument en toute situation si on veut aider et être attentif à ses enfants. Marie Costa, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous revoir dans la quotidienne. On va commencer par définir les termes pour dire que le refus scolaire anxieux, c'est pas, c'est un continuum, c'est un spectre, c'est pas comme une angine. Non, là on l'a pas quoi. Oui, et puis alors c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment. Et il y a plein de causes possibles. Il y a plein de causes possibles et il y a plein de manifestations possibles. Qu'on va examiner évidemment. Multimodal et multicausal. On va commencer par les termes refus scolaire anxieux. Au fond, il est mal nommé, dites-vous. C'est pas un refus au sens propre. Bah oui, parce qu'en fait, ne refuse pas, contrairement au titre de livre, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas aller à l'école. Et une lettre, ça change tout. Alors au départ, les parents pensent qu'il ne veut pas, il veut plus aller à l'école. C'est pour ça qu'on a écrit le titre. Puis très rapidement, on se rend compte que c'est pas qu'il ne veut pas, il a envie d'y aller, mais il ne peut pas. Avec des signaux annonciateurs extrêmement multiples et une bonne façon déjà d'aider son enfant. Et là, je le redis, ça vaut absolument pour toutes les situations, et y compris pour des enfants qui ne feront pas de refus scolaire anxieux, parce que ce sont quand même des petits signaux de malaise qu'on peut repérer. On repère à l'avance, alors ça peut être un peu d'anxiété au moment d'aller à l'école, ou juste avant un contrôle, ou alors l'idée de monter dans le bus, ils vont éviter. Et quand ils commencent à éviter de prendre le bus, de passer par la grande porte, ou alors manger à la cantine quand tout le monde est parti, ne plus aller aux toilettes, éviter les toilettes, tout ce qui est évitement, ça peut créer comme un peu de l'anxiété derrière. Il faut aller creuser un petit peu le sujet. Et ça peut dire qu'il y a un sujet, pas forcément grave, mais possiblement grave. Autant essayer de le détecter. Ça prend aussi des formes différentes selon les âges. Oui, c'est ça. Quand ils sont petits, des tableaux. Oui, quand ils sont petits, c'est plus l'enfant qui va exprimer des émotions un peu fortes, comme il va pleurer, il va être en colère, il va pas être content, il va peut-être aussi avoir des symptômes physiques, c'est-à-dire qu'il va vomir, avoir mal à la tête, avoir carrément de la fièvre. Donc au départ, on peut penser que c'est une gastro. Les médecins vont mal orienter le départ. Et puis à l'adolescence, c'est peut-être plus refoulé, plus caché. On va avoir des absences perlées. Ils vont éviter certains cours. On va les retrouver dans les couloirs au collège ou au lycée. J'avais certains élèves comme ça qui venaient à certains cours, puis pas à d'autres parce qu'ils étaient un peu stressés pour certains cours. Et on les retrouve à l'infirmerie. J'avais des élèves qui, parce que je ne l'ai pas redit, mais vous avez été enseignante pendant de longues années. J'ai été enseignante 27 ans, de la maternelle ou classe prépa. 27 ans, vous aviez commencé à l'âge de 3 ans. C'est ça. C'est vraiment précoce. Mais je suis toujours en classe prépa. Toujours. C'est pour ça que j'additionne les années. Mais en tous les cas, oui, j'ai vu des élèves avec des cas de refus scolaire anxieux. Ouais, et ce qui est une des raisons, un des facteurs qui rend votre bouquin aussi extrêmement intéressant, c'est parce qu'il y a une approche multiple, et notamment l'approche de l'enseignante, très pédagogique, et qui explique plein de choses. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça, vous insistez, c'est pas un caprice, c'est pas un effet de mode. C'est pas la crise d'ado. Et c'est pas la crise d'ado. Oui, c'est vraiment important de le dire, c'est vraiment quelque chose qui est un trouble au départ, un trouble anxieux, un refus profond, une grosse anxiété, et qui empêche l'enfant de franchir les portes de l'école. Donc ça arrive la veille, le dimanche soir, la fin des vacances, le lundi matin, etc. Et l'enfant, il projette, c'est-à-dire il se dit à l'avance, ça va pas fonctionner. Donc bien se passer. L'anxiété augmente jusqu'au moment où il peut plus du tout ni monter dans la voiture, ni sortir de la voiture. Alors on le souligne pour la dernière fois, les indices qui peuvent se manifester ne sont pas forcément annonciateurs d'un refus scolaire anxieux, mais alors
Si c'est le cas, et si effectivement c'est un refus scolaire anxieux, là il faut prendre un grand bol d'air quand on est parent, parce qu'on ne va pas s'en sortir en un jour. Oui, c'est ça, et surtout que si on le diagnostique, on pose des mots assez rapidement, si on agit dans les 3 mois, et ça c'est très important, vous insistez beaucoup sur la rapidité. Aussi bien pour les parents, pour les médecins et pour les enseignants, ces 3 mois-là, ils sont importants pour les médecins pour pouvoir prendre en charge cette anxiété au plus vite, pour permettre en fait à l'enfant de ne pas rentrer dans un refus scolaire anxieux qui soit long. Et j'ai fait une enquête pendant 2 ans pour écrire ce livre. J'ai eu plus de 500 témoignages de parents. Vous en citez plein d'ailleurs dans le bouquin. Il y a des encadrés qui sont extrêmement précieux, y compris pour se rassurer un peu en se disant je suis pas le seul dans cette galère. Je me suis rendu compte que dans ces 500, les 2/3 c'était plus de 1 an, voire jusqu'à 3 ans de refus scolaire anxieux derrière. Donc c'est vraiment un tsunami dans la vie des familles et ça change beaucoup de choses. Alors on va creuser, une fois qu'on a diagnostiqué ce refus scolaire anxieux, on va trouver plein de choses, on ne va pas pouvoir tout dire là, mais celle qui domine, c'est statistiquement du moins, c'est l'angoisse de séparation, 33%. Oui, l'angoisse de séparation, et alors on pense au départ aux petits de maternelle quand ils pleurent, ou en CP, alors ça se produit à ce moment-là, mais ça peut aussi être à l'adolescence. Et ça, je l'ai découvert. Et l'adolescent, il va pas le dire de la même manière, mais en fait, c'est parce qu'il va projeter un malheur sur ses parents. Peut-être au bout de, je sais pas, sa maman qui le dépose, elle va avoir un accident, elle va pas rentrer le soir, elle sera malade, etc. Et puis on a parfois de l'angoisse de séparation aussi quand un des 2 parents est malade et que l'enfant est aidant aussi. Donc il y a vraiment... il a peur qu'il se passe quelque chose pendant qu'il est à l'école, il n'a pas envie d'y aller, il aime ses parents ou son parent malade, il a envie de rester avec. Quand on est parent, il y a des gestes, vous les donnez, alors plutôt dans la deuxième partie du bouquin, il y a des gestes à faire pour aider, essayer d'atténuer, d'habituer l'enfant à la séparation ou l'adolescent à la séparation. Oui, c'est ça, il y a plein de choses à faire et d'abord, c'est la première chose, c'est l'écoute. Écouter l'enfant, et je parle de l'écoute silencieuse parce que quand on écoute et qu'on est parent, on est tellement stressé qu'on veut déjà donner des idées ou alors dire ou rassurer. Quand on écoute vraiment. Donc, il y a vous avez mis une caméra chez moi, c'est ça? C'est ça. On écoute et puis on prend des indices. Indices corporels. Est-ce que l'enfant il se ronge les ongles? Est-ce qu'il mord son pull? Est-ce qu'on ressent de l'anxiété quand il vous parle de quelque chose? Et on peut voir dans une lueur, dans un regard, que l'enfant a peur à un moment donné, même si lui n'arrive pas toujours à mettre les mots. Et après, il va falloir procéder à plein... Alors, j'ai plein d'outils pour pouvoir gérer l'angoisse de séparation, mais toutes les angoisses... va y avoir un trouillomètre, par exemple, pour pouvoir essayer d'évaluer l'anxiété. Il va y avoir le bocal des peurs qu'on va remplir avec toutes nos peurs, ou alors les peurs aussi dans notre tête. Est-ce qu'elles sont petites ou elles sont grandes? Donc, en fait, des outils très pratico-pratiques qui peuvent servir à la fois aux parents, aux enfants, aux professeurs, mais aussi aux professionnels qui accompagnent. Oui, c'est ça. L'anxiété sociale, autre trouble. Oui, l'anxiété sociale, c'est quand en fait on peut pas, on n'a pas les codes avec les autres dans la cour de récréation, et puis on peut être stressé par aussi le retour, le retour, une remarque négative, voire du harcèlement. Mon enfant ne veut plus aller à l'école. Le guide pour prendre en main l'anxiété scolaire de votre enfant, ça vient de sortir. C'est chez DBS. C'est signé Marie Costa que l'on retrouve pour la suite du grand oral juste après l'anti-sèche, Guillaume Bureau. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-sèche littéraire aujourd'hui, l'actu c'est un anniversaire, celui des 20 ans de la disparition de Françoise Sagan. Avec vous, on revient sur sa vie, sur ses œuvres, puisqu'évidemment, elle est un des piliers des programmes de français. Effectivement, et son vrai prénom et nom. Déjà, commençons par la base, si vous le voulez bien. Françoise Marie-Anne Coirez, voilà comment elle s'appelait. C'est la 4e d'ailleurs d'une fratrie, et nous sommes juste avant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle est née en 1935. Mais dans quel type de famille? C'est la question qu'on pourrait se poser. Eh bien, la réponse de Flavien Falentin. Il est professeur assistant en études francophones à l'université du Colby College. C'est aux États-Unis et il participait le 5 septembre dernier à une émission, c'était sur France Culture. C'est une bourgeoisie d'industriels, en fait, qui viennent du Lot. On peut dire qu'elle vit dans une famille extrêmement aimante, qui ne voit pas dans le fait qu'elle écrive des livres quelque chose de particulièrement mauvais. Néanmoins, son père lui demande de prendre un pseudonyme, parce qu'il est le seul à s'appeler Coirez dans Paris, et il n'a pas envie d'avoir d'appel anonyme. Donc, raison pour laquelle elle choisit son pseudonyme chez Proust, le prince et la princesse de Sagan. Alors, petite précision, il s'agit de l'émission Le cours de l'histoire sur France. On fait une petite coquille alors. Effectivement, on s'excuse pour nos confrères de France Culture. En attendant, Françoise Sagan, elle lisait beaucoup. Pour revenir à notre amie Françoise, les nourritures terrestres de Gilles à 13 ans, rien que ça. L'homme révolté de Camus, nous sommes à l'âge de 15 ans. Les illuminations de Rimbaud, 16 ans, ou encore Musset.
Cocteau, les poèmes de Shakespeare, de Proust, de Prévert, je vous en passe, parce que vraiment la liste est extrêmement longue. Alors en 1951, elle n'obtient sa première partie de baccalauréat qu'à la session de rattrapage. Oui, malgré ça donne de l'espoir. Pour d'autres et pour celles et ceux qui nous regardent, voilà. Effectivement. Le scénario va se reproduire une année plus tard. Elle était dans une boîte à bac, une institut notamment Maintenon. Elle a obtenu sa deuxième partie en septembre. Elle s'est inscrite ensuite à la Sorbonne et c'est l'un de ses frères qui l'a entraînée. Il s'appelle Jacques et il l'a entraîné où ? Dans les bars de jazz et dans des boîtes de nuit. Elle y côtoie notamment la jeunesse bourgeoise parisienne. Elle fête, elle boit de l'alcool. Bref, une jeunesse un peu classique. Saint-Germain-des-Prés, effectivement, le secteur. Et en faculté, arrive la faculté. C'est à une table de café où en fait elle va commencer à écrire Bonjour Tristesse, son tout premier livre dont elle a emprunté les vers à Paul Éluard. Vous nous récitez un petit peu de poésie ? Adieu tristesse, bonjour tristesse. Tu es inscrite dans les lignes du plafond, tu es inscrite dans les yeux que j'aime. Et ça nous donne quoi au début du roman alors ? Eh bien, le roman commence ainsi, sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. Elle n'a alors que 19 ans. Elle a fini son livre durant l'été en 1953. Sa professeure de français lui a donné quelques petits conseils pour le modifier. Ce qu'elle a fait, d'ailleurs, elle a fait 3 exemplaires ensuite pour éditer son bouquin. En janvier 54, elle l'a déposé chez Julliard, chez Plon et le dernier chez Gallimard. Mais chez Gallimard, ça a été un peu compliqué puisque l'assistante de Gallimard à l'époque n'était pas d'accord. Gaston. Et donc, ça a été vraiment difficile. C'est comme ça qu'on rate Sagan. Effectivement, elle n'a pas insisté. Ouais. Plon a tardé. Bilan, premier arrivé, premier service, c'est Julliard, puisqu'il a donné son accord le 17 janvier. Et justement, François Sagan, déjà à cette époque, elle voulait pas perdre de temps. Écoutez justement une nouvelle fois Céline Romadova. Elle est docteur en littérature justement et civilisation française. Une nouvelle fois dans le cours de l'histoire. C'était sur France Culture. Qui a répondu le premier? Elle voulait une réponse rapide, elle voulait la confirmation que c'était bien un écrivain. En fait, il faut comprendre que Sagan a énormément lu toute sa vie et très jeune, elle lisait déjà beaucoup, Rimbaud, Camus, Proust. Elle savait qu'elle serait romancière et elle dit souvent qu'elle écrit pour vérifier qu'elle existe. En fait, pour elle, c'est l'objectif de sa vie, en fait, d'écrire et d'être reconnue, d'être publiée. Très vite, elle a eu la confirmation que son œuvre méritait d'être effectivement publiée et le premier qui a dégainé a eu le contrat, tout simplement. Une date à retenir, le 15 mars 1954, date de parution du livre Bonjour Tristesse. 15 mars, je m'en souviendrai. Il parle de quoi alors? Parce que tout le monde connaît le titre, tout le monde sait, on dit Bonjour Tristesse Sagan, mais au fond... Eh bien, c'est l'histoire d'une jeune lycéenne parisienne qui a raté son bac et qui passe en fait son été du côté de la Côte d'Azur. Elle a 17 ans, elle est avec son père et le maîtresse de ce dernier. L'objectif de ses vacances, c'est de profiter tout simplement de la plage, des soirées, des baignades, des balades. Un père qui est âgé de 40 ans, qui est veuf depuis 15 ans. C'est un homme qui est riche, qui a attiré beaucoup de monde. Il attire d'ailleurs une nouvelle femme. S'ensuit un trio entre cette héroïne, son père et puis 2 autres femmes. Bref, s'installe de la jalousie et à la fin de la tristesse. Je vais pas vous spoiler ce qui se passe. Bien évidemment, il faudra lire effectivement la suite. Et justement, il est question du style de François Sagan. Comment est-ce qu'on pourrait le définir? Là, la réponse est un peu compliquée pour justement Flavien Falentin. C'est surtout la liberté de ton que François Sagan avait pris pour écrire son roman. Il faudrait également souligner que pour la première fois quasiment en littérature, une adolescente écrivait sur une autre adolescente et parlait notamment d'un dépucelage réussi cette fois-ci, alors que dans la littérature en général, on avait affaire à des adolescentes martyrs et vues à travers un prisme masculin. Avec François Sagan, pour la première fois, les femmes sont libres, elles couchent avec des garçons et elles ne sont ni punies par la sanction millénaire de la grossesse, ni par le mariage. Et ça, c'était une révolution qui va infuser auprès de la jeunesse parce que enfin, une femme parlait de ce qu'elle connaissait, une romancière jeune qui interrogeait la morale et qui le faisait avec une certaine insouciance. Voilà pour l'œuvre de Sagan. Mais François Sagan, le personnage, qui est-il? Même si on la connaît un peu, il y a eu des films. Effectivement. Sylvie Testu a joué son rôle récemment. Oui, mais c'est une personnalité qui est très difficile à décrire, justement, et à interpréter selon Céline Romadova. Écoutez une nouvelle fois. Sagan est inclassable. Le titre du livre que j'ai écrit, c'est Sagan à contre-courant, parce qu'on n'arrive pas vraiment à l'identifier, à la mettre dans un mouvement. Elle ne le cherche pas non plus. C'est une forme de liberté. Elle ne fait pas partie des hussards, que c'est une littérature plutôt de droite qu'elle rejette. On lui a dit qu'elle faisait de la littérature existentialiste. Alors elle dit on n'a pas attendu Sartre pour s'interroger sur le sens de l'existence. Et même si elle cherche le bonheur, en fait, et la recette du bonheur dans ses livres aussi, il n'y a pas d'engagement. Donc c'est très difficile de la classer parmi les mouvements qui existent à cette époque.
Et puis concernant sa personnalité également, elle était très généreuse. Alors aujourd'hui, il faut savoir, j'en ai parlé avec des profs de français, elle est un peu moins étudiée, malgré tout. Et elle est très clivante également. Des profs de français l'aimaient, d'autres m'ont dit qu'ils l'aimaient un peu moins. Bon, après à vous de vous faire votre propre avis. Bonjour Tristesse, c'est à lire bien évidemment et à relire si c'est le cas. Grande autrice, en tout cas, grand personnage. Merci beaucoup, qui accompagne souvent l'entrée en littérature des ados et notamment des adolescents. Merci, cher Guillaume. Mon enfant ne veut pas aller à l'école. C'est un livre hyper pédagogique, bourré de conseils pratiques. Il est signé Marie Costa. Grand oral, la suite. Angoisse de séparation, angoisse sociale, angoisse de performance aussi. Et ça, c'est lié à l'école, c'est lié à vous qui êtes enseignante, aussi à un certain type de message que les enseignantes, les enseignants peuvent renvoyer aux élèves, pas seulement aux parents. Déjà, il y a ces fameuses notes. Alors maintenant, de plus en plus dans les écoles, on met par compétences. Ouais. On n'évalue plus avec les notes. Mais certains enfants, en fait, ont tellement peur de rater qu'il faut qu'ils aient 10 sur 10 ou 20 sur 20. En dessous, c'est pas bien. Donc ça crée vraiment du stress. Bon, mais là, du côté des enseignantes et des enseignants, il pourrait y avoir quelque chose à faire quand même. Oui, on peut tout à fait enlever ça. Et un enfant qui refuse d'aller à l'école, qui ne peut plus aller à l'école, par exemple, une des premières choses qu'on peut faire, c'est de plus mettre d'évaluation pendant 6 mois, par exemple. Ouais, ça fait Comme partie ça, on lâche un peu ce côté performance. Dans les facteurs alors annonciateurs ou aggravants et qui concernent là encore les éducateurs en général, il y a par exemple le harcèlement scolaire, qui est un vrai motif pour lequel à un moment donné les enfants craquent. Il y a une campagne d'ailleurs qu'on voit au cinéma en ce moment en France sur ces questions-là, où un enfant harcelé dit il y a du harcèlement, mais il y a aussi des fois des choses, juste des petites insultes, etc. Le harcèlement, c'est qu'en fait les choses elles sont violentes, répétitives et qu'elles durent dans le temps. Quand on a parfois juste des moqueries, des choses comme ça, donc c'est pas du harcèlement, mais ça fait tout autant souffrir. Donc en fait, il y a différents degrés dans tout ça, et ce que j'essaye de dire dans ce livre-là, c'est qu'il faut donner les clés à l'enfant pour qu'il devienne assertif. Assertif, c'est pas qu'il soit passif, qu'il se laisse faire, c'est pas qu'il soit agressif, mais entre les deux. C'est-à-dire capable de dire non à l'autre, tout en respectant l'autre et en se respectant soi. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend parce que quand on est très intimidé, quand on se fait embêter, menacer, harceler ou insulter dans les cours de récréation. Chose qui est vraiment menée courante maintenant dès la 6e. Même avant, il y a du harcèlement à l'école primaire. Mais en 6e, les niveaux d'insultes dans la cour de récréation ça monte considérablement. Il y a aussi une culpabilité de l'enfant qui n'est pas évidente à porter, qui a du mal à avoir cette attitude assertive, si je reprends vos mots. C'est ça, l'enfant qui n'arrive pas vraiment et qui se cache et qui se dit plus je vais me cacher dans un petit coin, plus on va me laisser tranquille. Et c'est l'inverse qui se passe. Quand on se met en retrait, quand on devient passif, la personne qui harcèle, elle va encore venir davantage parce qu'elle se rend compte qu'on est victime et qu'on est vraiment une proie facile. Ne pas forcément chercher à s'en sortir tout seul avec son enfant ou même seulement avec ses enseignants. Ce qui est très important, et ça vous donnez plein de trucs, alors y compris vous décrivez des dispositifs avec plein de sigles, le plus connu c'est les PAI, mais enfin il n'y a pas que ça. En tout cas, il faut vraiment aller vers les autres. Oui, c'est ça. Alors l'école va mettre en place, comme vous disiez, le PAI. Il y en a plein le projet d'accompagnement individualisé, c'est ça? Voilà, c'est ça, le projet d'accueil individualisé. Qui va permettre en fait d'alléger les heures de cours. On va aller certaines heures, on va s'arrêter peut-être un peu plus tôt, ou on va commencer un petit peu plus tard pour éviter peut-être des fois l'entrée à l'école ou la sortie à l'école. Quand il y a beaucoup de monde, on va peut-être trouver une solution pour les récréations, mettre dans un petit endroit, j'appelle ça la bulle zen, en fait un lieu de refuge quand vraiment l'angoisse est trop importante. Donc tout ça, ça va se signer avec le médecin scolaire et le directeur de l'établissement. Donc en tout cas, il faut du scolaire, de la santé, du sanitaire, parfois du social dans certains cas, de la thérapie éventuellement, avec la TCC, et beaucoup d'amour, beaucoup de patience, et les parents, et des parents qui tiennent, parce que alors vous faites quelques lignes dans le bouquin sur le petit tsunami que se prend le couple parental, qui va devoir faire front, et un enfant qui va pas, c'est une occasion idéale pour se dire des trucs pas agréables à la figure, et c'est vraiment pas le moment. C'est ça, alors déjà, on comprend pas, peut-être qu'un des deux parents ne comprend pas, n'accepte pas. Tu le couvres trop, tu as qu'à lui dire de l'obliger à aller à l'école, enfin voilà. Donc il y a eu un moment donné dans le livre, j'écris une lettre que l'on peut écrire à son conjoint qui ne comprend pas ou à sa conjointe qui ne comprend pas. Ça va être aussi des moments pour consolider ce couple, parce que le tsunami, c'est qu'un des deux parents souvent se retrouve à ne plus pouvoir aller au travail. Je me suis rendu compte aussi que ces familles-là, elles avaient généralement ce sont les mamans. Globalement, oui. Voilà. Non, mais disons les choses. Oui. Et puis alors avec une perte d'argent et puis pas mal de suivi. Donc c'est des familles qui vraiment vivent, puis toujours la projection de se dire les peurs. Alors j'ai un moment donné où je demande aux parents d'écrire leurs peurs
Mais c'est la projection, finalement, il va pas aller à l'école, il aura des mauvaises notes, il va rater son année, il va rater sa vie. Voilà. Et, ouais. et cette projection-là, il faut vite s'en débarrasser, il faut apprendre à lâcher prise. Donc il y a tout un chapitre pour lâcher prise quand on est parent pour pouvoir accompagner au mieux l'enfant. Il y a, je l'ai dit, je le martèle, pardon, mais c'est important, beaucoup de conseils qui sont des conseils qui valent absolument en toute situation, pas seulement en cas de refus scolaire anxieux. Notamment, alors là je suis page 99 sur un tableau qui dit quelques idées de règles de vie pour tous. Sont des règles de vie en général, en gros tout ce qui tourne un peu autour des repères, tout ce qui tourne autour des rituels, tout ce qui va rassurer. En fait ce que vous dites c'est que déjà si on a un enfant rassuré, les choses ont de meilleures chances de bien se passer. Mais bien sûr quand on ne sait pas où on va, c'est très stressant, donc les repères, les rituels. Et puis, si l'enfant est déscolarisé, il faut garder ces rituels pour essayer de garder un cadre qui soit le plus proche possible de l'école. C'est-à-dire des horaires on fait attention au sommeil, au sport, au temps de travail à la maison, à l'alimentation, au temps d'écran, pour qu'on puisse être le plus proche possible d'un rythme scolaire. Vous parliez au début de notre entretien des qualités d'écoute dont les parents, idéalement, doivent faire preuve envers leurs enfants, et là encore pas seulement en cas de refus scolaire anxieux, il y a une checklist, je vous cite là, pour pratiquer l'écoute empathique. Oui. Il y a un certain nombre de questions, c'est pas si simple en fait. Non, c'est pas si simple alors. Si vous me redonnez les trucs. Après, voilà. Déjà l'écoute empathique, c'est d'avoir envie d'écouter son enfant tout de suite. Et puis ensuite, on va l'écouter avec les yeux et avec les oreilles et avec tout son ressenti, son cœur, et on va essayer de comprendre ce qui se passe derrière les mots. Parce que derrière une émotion, il peut se cacher une autre émotion, il peut se cacher des sensations, il peut se cacher des besoins. Et pour s'aider, vous donnez des questions. Voilà. Après ça, on se dit, est-ce que j'ai été honnête? Est-ce que mon intention était de me connecter à mon enfant, de décrypter ses émotions, et non pas de tenter de le raisonner en vue de modifier son comportement ou ses pensées, etc. Donc c'est quand même à la fois tout un boulot, et en même temps vous aidez énormément, parce qu'il y a toute cette checklist dans le bouquin. Voilà, vous n'avez plus qu'à suivre. Il n'y a plus qu'à suivre. Les feedbacks, vous conseillez aussi les feedbacks, les retours. Souvent, ces enfants-là perdent confiance en eux. Et en plus, les petits copains lui disent mais tu vas pas à l'école, t'es malade, t'es pas malade, pourquoi tu viens plus, etc. Donc ils ont l'impression qu'ils sont un peu différents. C'est ça. Donc le feedback positif, c'est vraiment les encourager, les rassurer. Voilà. Alors de manière factuelle, vraie aussi. Ok, super. Vous avez besoin de feedback positif, vous? Ça va. Dans la vie, on a besoin. Non, vous n'en voulez pas? C'est gratuit. Je vous en fais un sinon, si gratos. Gratuit, allez, je veux bien. Ah bah Marie, on est toujours ravis de vous avoir sur le plateau de La Quotidienne, parce que vous faites des bouquins qui sont extrêmement utiles, extrêmement bien structurés, qui, je le redis, alors celui-ci s'appelle Mon enfant ne veut plus aller à l'école. Le sous-titre, c'est le guide pour prendre en main l'anxiété scolaire de votre enfant. Il vient de sortir chez DBS, mais j'y insiste, ça peut valoir pour toutes les situations. Merci Marie. Merci. Le feedback, je le refais aussi, je reviens bien, quand vous voulez. Et vous restez, si vous voulez bien, avec nous pour le conseil de famille. Ça tombe bien, on va continuer à parler parentalité. Mais avec Candy Sanzel. Candice, bonjour. Bonjour. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec vous. On parle parentalité. Être parent, il faut dire que c'est un sacré numéro d'équilibriste, parce qu'à la fois, et d'ailleurs on l'a redit avec Marie Cossa dans la première partie de l'émission, il faut poser des limites, en même temps laisser de la liberté, c'est pas toujours facile de trouver le bon ton, l'écoute d'ailleurs, et la communication, c'est un peu comme un art, parfois on improvise, parfois on suit une partition. Aujourd'hui on va découvrir les différents styles, il y a des styles de communication parentale. Oui, que vous soyez du genre c'est comme ça et c'est pas autrement, ou plutôt oh fais ce que tu veux, écoute, si ça te va, hein. Chaque parent a sa propre manière finalement de parler à ses enfants, et puis les experts en psychologie ont identifié 4 styles de communication parentale. Alors il y a l'autoritaire, le permissif, le désengagé et démocratique. Alors on va voir un petit peu quel rôle vous tenez. Est-ce que vous êtes plutôt général en chef, copain cool, fantôme ou entraîneur bienveillant? On commence avec le général en chef, j'imagine qu'il est un tantinet autoritaire. Alors c'est simple, chez les parents autoritaires ça rigole pas. Oui, voilà. Déjà, hein. Donc les règles, c'est les règles, il n'y a pas de négociation possible. En gros, les échanges ressemblent souvent à des monologues, le parent parle, l'enfant écoute, point barre. C'est leur phrase fétiche? C'est comme ça et c'est pas autrement. Tu fais ce que je dis, un point final. T'as compris, c'est moi qui décide. Ok. L'impact sur les relations, super bien. On sent que c'est pas un rôle de composition. Oui, tout à fait. Les enfants finissent souvent, exactement. Je me cache ici. Les enfants finissent souvent en fait par obéir. Oui. Dans la trouille, non? Évidemment, c'est par peur de la punition. Donc à long terme, ça peut vraiment affecter leur confiance en eux et aussi leur autonomie. Allez, le daddy cool maintenant. Le daddy cool, le copain, le style permissif. Alors complètement du coup à l'opposé, hein. C'est ici les champions de la coolitude. En gros, c'est open bar, pas de règles, beaucoup de liberté. Le parent joue plutôt le rôle de l'ami plutôt que la figure d'autorité. Donc là, on est dans fais ce que tu veux tant que t'es heureux. Mais il n'y a pas de problème
Tu veux sortir, chérie, mais pas de souci, rentre à l'heure que tu veux. Bon, c'est sympa, non? Mais ça a alors quoi comme impact sur semble la relation? sympa. Ouais. Le problème, c'est que sans structure, les enfants, ils peuvent avoir du mal à respecter les règles et les limites dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, il y en a des limites et des règles. Ok. Troisième style, le fantôme. Le fantôme. Alors c'est désengagé. C'est un petit peu, ici on est dans le territoire des parents un peu trop absents. C'est-à-dire que c'est un petit peu le fais ta vie. Tout va bien se passer. Donc ici, les parents désengagés sont souvent accaparés en réalité par leurs propres préoccupations et sont pas très impliqués dans la vie de leurs enfants. C'est quoi leur phrase? Qu'est-ce qu'on entend? À quoi on les reconnaît? Alors, souvent c'est bon, oui, je suis occupée, on en parlera plus tard. D'accord. Mais fais ce que tu veux, je m'en fiche. Oh, je m'en fiche, c'est pas gentil. Ça a quoi comme impact sur les relations? Alors, ça a un impact parce que les enfants peuvent ressentir justement un certain rejet, parfois de la négligence, donc ce qui peut les rendre beaucoup plus vulnérables quand ils seront dans des adultes en fait. Tadam, tadadam, Et enfin, le style démocratique, l'entraîneur bienveillant, c'est nous. Alors, oui, c'est un peu le Saint Graal. Donc, les parents démocratiques, ils savent jongler entre fermeté, écoute, autorité, bienveillance. Les règles sont là, mais les opinions des enfants, évidemment, comptent aussi. C'est une vraie discussion. Et leur phrase chouchoute. Mais qu'est-ce que t'en penses? Discutons-en. Oh, je suis sûre qu'on va trouver un compromis. Voilà. On aime bien ces phrases. On aime bien. C'est le plus sympa, le parent démocratique. Évidemment. L'impact sur les relations. Forcément, les enfants qui sont élevés dans ce style ont tendance à être beaucoup plus autonomes, ils sont confiants, ils arrivent à développer de bonnes compétences sociales. Bref, c'est forcément le combo gagnant, sauf quand l'enfant devient enfant roi. Ah bah attention. Oui, ça c'est toujours un petit peu le risque. Enfin, mais dans la vraie vie, on est tous un peu tout ça à des moments différents quand même. Donc c'est pour ça que finalement, en fin de compte, chaque style parental a ses forces, ses faiblesses. L'essentiel, c'est vraiment de trouver un équilibre. Mais oui, et surtout de trouver l'équilibre qui convient à votre enfant, parce que parfois, on a des enfants différents. Donc on va pas forcément utiliser les mêmes communications en fonction de son enfant. Bon, mais le style démocratique, ça semble quand même être le plus adapté. En tout cas, c'est celui qui est le plus recommandé, parce que c'est important de pouvoir à la fois écouter son enfant, de pouvoir poser des limites. Ils en ont besoin pour se structurer en fait. Donc voilà, écoutez, après tout, être parent, c'est aussi apprendre en même temps qu'eux. Donc allez-y, testez. Ça vous va? Complètement, on apprend avec ses enfants. Exactement. Et on est d'accord, et vous êtes d'accord. Différent. Et même moi, je suis d'accord, c'est génial ça. Candice, merci beaucoup pour cette chronique, ce conseil de famille. Marie, merci beaucoup d'être revenue dans l'émission pour nous parler de votre nouveau livre, Mon enfant ne veut plus aller à l'école, le guide pour prendre en main l'anxiété scolaire de votre enfant, qui vient de sortir chez DBS. Et merci aussi à toute l'équipe très démocratique et sympathique, la grande famille de l'émission, Laure Demont au maquillage, Édouard Degnaud et Dylan Colère à la préparation, qui sont en régie avec au son aujourd'hui Saïd Mamou et à la réalisation Ulysse Touré. Clin d'œil évidemment aussi à Marine Plantec qui a préparé l'émission. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et désormais, vous retrouvez aussi le grand oral, donc cet entretien avec Marie Costa, sur les principales plateformes de podcast.